Donc bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour un apéro at home. Donc les apéros at home, qu'est-ce que c'est? Ça a été lancé pendant le premier confinement pour créer du lien entre les diplômés. Le but, c'est vraiment d'échanger sur vos passions, sur vos hobbies, sur des sujets d'actualité et tout autre, et pour passer un bon moment tous ensemble. Si elle thème apéro, c'est pas pour rien, c'est vraiment dans un cadre décontracté, et je vous propose d'ailleurs qu'on trinque tous ensemble avant de commencer. Moi, je me suis servi mon petit verre. Donc voilà, j'ai pris aussi mon petit apéro. N'hésitez pas, c'est vraiment un cadre informel, donc vous pouvez en profiter. Ce soir, on se retrouve avec du coup Mathilde et Thomas qui vont nous parler du jeu d'échecs. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de Jean-Michel, Emmanuel et Thomas de vous présenter pour qu'ils sachent un peu qui vous êtes, si vous êtes promo HEI, quelle promo, et ce qui vous intéresse dans le sujet de ce soir, pourquoi vous vous êtes inscrits. Et ensuite, on leur laissera la parole pour se présenter et puis parler un petit peu du sujet. Alors, pour ce qui me concerne, merci de me donner la parole. Donc, Jean-Michel Davot, promo 1900, déjà 92, informatique industrielle. Et je suis là vraiment pour soutenir Mathilde, que j'ai été impressionné par ses compétences et ce qu'elle faisait au niveau échec à côté, sa passion. Et puis, voilà, c'est une personne, voilà. Et donc, avec beaucoup de dynamisme. Et je me suis dit, j'ai toujours quelque chose à apprendre. Et donc, je viens vraiment avec cet état d'esprit d'apprentissage. Et voilà. Donc, pour ce qui me concerne, dans ce que je fais dans l'activité, bah, je suis dans les biotechnologies et on me qualifie comme un rebondisseur voilà, entrepreneurial. Et voilà, on peut faire très bref et très simple. Ok, parfait. Merci Jean-Michel. Emmanuel, peut-être? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, super. Et donc moi, je suis Emmanuel Dier, je suis de la promo 98, j'ai fait génie électrique. Et en fait, j'ai toujours adoré les échecs et j'ai toujours refusé de prendre des cours pour rester avec un esprit un peu vierge de technique. Et donc juste avec le calcul de 4-5 coups d'avance, mais sans jamais prendre de cours et d'apprendre des choses. Ça a toujours été ma doctrine, mais j'ai toujours été fasciné par les gens qui font 5-6 parties en même temps, qui font du flash, etc. C'est toujours extrêmement impressionnant de voir ça. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait une conférence là-dessus, je me suis dit, ah, il faut que je m'inscrive, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Voilà. Ah, parfait, c'est l'occasion, en effet. On a eu un petit message de Thomas dans le chat qui dit qu'il n'a pas d'audio pour l'instant. Donc Mathilde et Thomas, je vous laisse commencer. Du coup, l'autre Thomas, je vous laisse commencer. Et puis quand il sera là, on fera les présentations à la limite quand il pourra se connecter. Ok. Tu veux parler en premier, Mathilde? Vas-y, je t'en prie. Bonjour. Bon, ouais, je vais me présenter d'abord. Alors, donc, moi, donc, je suis à HEI, la promo 2022, donc bientôt fini. Euh, et donc, pour les échecs, moi, j'ai commencé quand j'avais 10 ans et ça fait 12 ans que je joue. Donc, au club à côté, à Lille. Et donc, je joue en compétition et je m'occupe des jeunes là maintenant. Donc, voilà, au club de Lille. Donc, moi, je m'appelle Mathilde, je suis de la promo 2023. J'ai commencé les échecs à l'âge de 5-6 ans, donc ça fait aussi un moment que je joue. Et, euh, et je suis passionnée d'échecs, voilà. Super, il y a Thomas Dubois qui arrive dans la salle d'attente. Peut-être pouvoir Ouais. faire la présentation. Et du coup, il est connecté 2 fois. Parce que je crois que sur l'autre, il n'a pas d'audio. Donc, du coup. Ok. Bonsoir Thomas, est-ce que tu nous entends? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez aussi? Ah, parfait, Oui. super, Ouais, ça j'avais un fonctionne. problème d'ordinateur. Du coup, on a fait un petit tour de table. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et en 2 mots et dire un peu pourquoi, ce qui t'a plu dans le sujet de ce soir, pourquoi tu t'es inscrit, ce qui t'intéresse un petit peu, ce que tu voudrais savoir? Voilà. Pas de souci. Donc, mon nom c'est Thomas Dubois. Je suis étudiant à ISN. Je suis en dernière année là d'ailleurs du cycle ingénieur et donc j'ai rejoint cette conférence ce soir parce que les échecs ça m'intéresse beaucoup et voilà donc je joue depuis un petit moment mais bon j'ai pas un niveau non plus exceptionnel mais voilà. Enfin, est-ce que quelqu'un d'entre vous joue dans un club ou c'est juste sur Internet?
Alors moi, je joue avec mon grand-fils, voilà, qui a ton âge, voilà, qui joue beaucoup plus loin que moi en profondeur. Je suis un amateur, mais j'aime beaucoup ça. Je joue pas beaucoup sur Internet parce qu'en ce moment, j'ai quand même je suis dans des axes en ce moment de développement et à Mm. côté, j'ai une famille assez demandeuse. Mais voilà, je suis plutôt dans le monde réel, régulièrement. Mais voilà, il faudra qu'un de ces jours, on joue ensemble l'un contre l'autre. Mais voilà, je suis pas un professionnel. Ok. D'accord. Quelqu'un d'autre? Non, Emmanuel et Thomas, vous jouez pas du tout. Enfin, si, Thomas, du coup, tu Non, as dit pas que... du tout en club, non. Non, non. Pas du tout en club, plutôt sur Internet. Alors plutôt Ou avec des pas gens du tout. physiques, moi. C'est plutôt avec des gens physiques. Donc là, je joue Ok. avec mon voisin. Ah oui. Ok. Non, c'est Bon, vrai c'est que pratique. Internet, c'est un petit peu différent quand même. Moi, j'ai du mal aussi. Mm. Christophe qui Ah, nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Bonjour, désolé, bonsoir. j'étais un peu en retard. Bonsoir. Pas de Pas de souci. souci. Bonsoir. On va faire un petit tour de table si tu veux te présenter et dire un peu ton rapport au thème de ce soir. Moi? Oui. Donc Christophe, promo 96, Ceux qui te connaissent pas. président du réseau et bon bénévole, président du réseau. Ah mince, on Mon connaît pas. rapport aux échecs, j'ai joué aux échecs quand j'étais au collège. J'aimais bien jouer aux échecs, mais j'ai toujours eu un copain qui était bien meilleur que moi. Donc j'ai pas persévéré et ça m'a toujours épaté cette capacité à anticiper les coups, à voir les coups en amont. Et j'ai eu du mal à trouver. J'ai regardé un peu tes interviews, Mathilde, de côté créativité sur les échecs, mais ça m'a toujours épaté ce côté, voilà, Ok. ce côté anticipation et voilà. Mais maintenant j'aime bien jouer aux échecs, mais je joue rarement. Voilà, je sais jouer, mais j'ai pas persévéré. Et puis voilà, super le parcours, ça fait plaisir. Super. Mm. Et Thomas, du coup, toi, tu joues en club ou il y a une association ou pas du tout d'échecs à Elisen? Ah oui, Emmanuel. Non, non, alors moi je joue pas du tout en club, je joue pareil avec des amis et depuis peu sur chess.com. Mais voilà. D'accord. Ok. Donc, votre objectif, ce serait plus de nous poser des questions sur comment est-ce que vous pouvez vous améliorer aux échecs ou plus sur comment est-ce que nous, on a appris et je sais pas. Enfin, si vous avez des questions. Bah, curieux d'apprendre votre histoire, comment vous l'avez fait, qu'est-ce qui fait qu'à 22 heures vous jouez alors que en même temps vous suivez vos cours, enfin, comment vous êtes capable de faire tout ça? Moi, je suis parfois impressionné, voilà. Donc, en toute simplicité, je pense que c'est intéressant de savoir. Ok. D'accord. Tu veux Bah, commencer, Thomas, ou pas? ouais, De mon côté, c'est Ah, comment on en arrive à continuer d'être passionné dans le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a il y a toujours des manières de se développer pour comprendre des choses encore plus profondes qui fait on est sans cesse passionné tout au long de la vie et que c'est pas juste une fois qu'on a appris à jouer tout simplement après 1 ou 2 ans et qu'on a fait le tour, quoi. ok. ok. Ouais. Mais Là, je vois. ouais, bah, je vais commencer peut-être. Et après, Vas-y. Mathilde, en fait, Sinon, je te donc moi, je suis compléterai. arrivé au jeu grâce à mon grand-père. C'est lui qui m'a montré le jeu. Et après, j'ai été dans un club. Et au tout début, je suis arrivé à 6 ans. Et comme je courais partout, ils m'ont dit de revenir plus tard. Et en fait, j'ai commencé qu'à 10 ans. J'ai commencé que 4 ans après. Et en fait, quand on est jeune, on commence. Et les tournois les plus importants, Mathilde, tu me diras si c'est pareil pour toi. Mais c'était les championnats régionaux et de France. Les championnats Départemental aussi, ouais. ouais, départementaux, régionaux et de France. Et au-delà des Open, quand on est jeune, c'est vraiment le but, c'est de gagner ces championnats pour après se qualifier au choix de France. Et c'est ça où, en fait, c'est ce qui va intéresser tous les enfants. C'est vraiment aller au choix de France et faire un résultat là-bas. Et c'est ça qui nous fait travailler toute l'année, en fait. Toute l'année, on travaille pour ces moments-là. C'est vraiment le tournoi. Et en fait, alors moi, j'ai longtemps eu une période où, tout début, j'aimais beaucoup ça. Après, il y a eu un petit moment de flottement où j'y allais plus parce que c'était mon activité. J'allais en cours. On a des cours 2 fois par semaine. C'est aussi du temps. C'est pas facile parce que on aime bien jouer, mais on apprend aussi des choses. Donc, il y a ce côté un peu mélange entre le sport et l'école dans les échecs.
ça passe par là. Il faut apprendre des choses aussi. Et c'était compliqué pendant un moment. Et à même un moment où mes parents me forçaient un petit peu à y aller. Et je voulais plus trop jouer. Et puis, vers 15 ans, je me suis mis à jouer des tournois seul, où je partais dans la France avec mes amis. Et là, ça m'a redonné envie de jouer. Et là, ça m'a replu. Et depuis, ça me plaît beaucoup. Alors, depuis un an, on ne joue plus, en vrai, malheureusement, à part quelques parties. Mais j'espère que ça va revenir, quoi. Mais non, ce qui fait tenir, c'est. Mais par contre, le jeu en lui-même, il est dingue parce qu'en fait, on redécouvre le jeu à chaque fois qu'on progresse. On a vraiment des caps. Et en fait, il y a vraiment une manière de jouer qui est différente en fonction de notre niveau. En fait, on redécouvre le jeu à chaque palier, à chaque palier et à chaque âge. C'est ça qui est dingue dans ce jeu. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai continué. Donc j'ai eu un moment de flottement, mais je me suis jamais arrêté, jamais. Parce que j'aime ce jeu, je pense. Je pense aussi. Mais moi, pour compléter ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où quand on apprend à jouer aux échecs et quand on joue aux échecs, il y a différents caps de jeu et de compréhension du jeu. En fait, quand on est tout petit, c'est pour ça qu'on conseille souvent aux jeunes d'apprendre tôt à jouer aux échecs. C'est parce que plus on est petit, plus on assimile vite les différentes techniques d'apprentissage. Et plus on grandit, plus on développe ce qu'on a appris. Donc quand on est petit, des fois on a un peu de chance, nos parties elles sont un peu cafouillis, c'est pas forcément du très beau jeu. Et quand on prend de l'expérience et quand on commence progressivement à apprendre des nouvelles techniques, à avoir plus de culture et plus de pratique aussi, notre jeu, il est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus plaisant, on va dire, et plus instructif. Ce qui nous amène à prendre plus de plaisir, moi, je trouve. Il est plus stimulant, en fait. Ouais, il est plus stimulant et on comprend ce qu'on fait. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais quand on joue une partie de A à Z et qu'elle est contrôlée et qu'on joue bien, c'est hyper satisfaisant. Ouais, parce que quand on est jeune, et moi je sais parce que maintenant j'entraîne des jeunes, on le voit que, alors ok, sur 10-15 coups, ils vont faire des très bons coups et ils vont bien jouer, ils vont être meilleurs que l'adversaire. Puis d'un coup, ça craque, ça perd une pièce, 2 pièces, 3 pièces, et c'est vraiment pas maîtrisé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont atteindre avec l'âge et avec l'expérience, quoi. Et c'est vrai que cette sensation de maîtriser la partie et vraiment de ne pas lâcher l'adversaire et de mener de A à Z, c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. C'est vraiment quelque chose de très plaisant. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez de moi ou de quelqu'un d'autre? On parle. D'accord, j'étais pas sûr. Oui, excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais pas de souci. Dans une chambre d'hôtel Pas de souci. à Orléans. Et voilà, je suis Jean-Marie, promo 1989. Estit, en fait. Estit, maintenant HEI. Et très impressionné par ton parcours, Mathilde, et par ce que j'ai lu. Donc voilà, j'étais intéressé de t'entendre en vrai. Ah, mais c'est gentil. Thomas aussi, j'ai un petit peu moins documenté sur Thomas, mais intéressé, intéressé aussi de comprendre voilà, comment fonctionnait. Parfait, bienvenue Jean-Marc. Merci. Merci Manon. Donc moi, pour rebondir aussi sur le parcours, donc j'ai commencé, je pense que ce qui a été entre guillemets l'élément déclencheur, c'est le fait d'aller dans un club d'échecs. Parce que initialement, je jouais avec mon père, mon frère et ma sœur. Mais le fait qu'ils nous inscrivent dans le club de Toulouse, ça nous a permis aussi d'avoir un cadre avec des entraîneurs et avec des personnes professionnelles donc, qui s'y connaissent sur les techniques d'apprentissage et sur comment est-ce qu'il faut apprendre à jouer aux échecs. Et ça, donc, j'y assistais tous les samedis matins. Donc, les samedis matins, j'avais cours d'échecs. Et comme l'a dit Thomas, on joue principalement quand on est petit pour le départemental, ensuite pour le régional si on arrive à se qualifier. Et si on arrive à passer le cap du régional,
notre objectif, c'est de bien scorer au championnat de France. Donc moi, j'ai eu un peu de chance, ça a bien marché dès le début. Donc régional et France, à mon premier championnat de France, j'ai fini 3e. Et l'année d'après, j'ai fini 2e. Et ensuite, je suis rentrée en équipe de France. Et être en équipe de France, c'est encore un cap, on va dire, au-dessus, parce qu'il y a un encadrement qui est beaucoup plus régulier. Et là, on joue plus que pour le championnat de France l'année d'après, mais pour le championnat d'Europe et le championnat du monde, et aussi pour avoir envie de revivre les expériences d'être en équipe de France et de représenter la France. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça aussi qui m'a boosté à continuer les compétitions et justement à être performante lors des championnats de France. Voilà. C'est ça. C'est un sport ou un jeu alors, les échecs? Ah, c'est un éternel débat, hein. Mais en fait, c'est un jeu dans le sens où quand on va démarrer l'ordinateur, qu'on va jouer quelques parties comme ça, avec une bière à côté, bon là c'est un jeu. Mais quand on joue en tournoi et qu'on joue 5 heures une partie, bon là c'est quelque chose de différent, je pense, hein. Et je pense que là ça devient un sport en fait. Mais en fait ça dépend de la manière dans laquelle on prend la chose, quoi. Mais oui, si jamais je vais chez Mathilde et qu'on joue des parties très vite, ça on s'amuse, c'est un jeu. Ouais. Mais quand on est en tournoi et qu'on joue une vraie partie, on est assis sur la chaise, on réfléchit longtemps sur les coups, une demi-heure par coup, bon là on bascule dans autre chose, hein. En fait, c'est surtout que nous, on trouve qu'il y a un aspect de sport parce que tout ce qui est compétition, c'est pas en une journée. Enfin, certes, ça se passe en 11 rondes ou 9 rondes, ça dépend des compétitions, mais il y a un travail qui est fourni bien en amont, c'est-à-dire qu'on peut rarement arriver dans un championnat d'Europe ou dans un championnat du monde sans être prêt. Enfin, si on veut obtenir un résultat, il faut qu'on fournisse un travail suffisant et lors du tournoi, on a aussi énormément de boulot à faire pour avoir des parties intéressantes et pour avoir de bons résultats. Donc, le sport, c'est justement réussir à avoir des bonnes conditions physiques, à être suffisamment prêt, enfin avoir un bon bagage, on va dire. Je sais pas comment tu peux dire ça, Thomas. Non, mais en fait, on peut comparer ça. Moi, je compare ça aux gens qui n'ont pas joué. Moi, je compare ça à des examens, à un examen de maths, par exemple. Mais quand on fait 3 heures un examen de mathématiques et qu'on le fait sans s'arrêter, à la fin, moi, je suis lessivé. Bah, la partie, c'est un peu pareil. En fait, quand on est dans la partie, ça va parce qu'on a de l'adrénaline. Mais quand je sors d'une partie où j'ai joué 3, 4 heures, 5 heures, là, je suis totalement claqué. Et c'est là où on se rend compte que physiquement, ça draine, quoi. Et mentalement aussi. Et après, c'est un débat éternel parce qu'il n'y a pas vraiment d'activité physique au sens propre du terme. Donc, c'est pour ça que ça Ça brûle quand même pas mal au niveau mental quand ça carbure. Bien sûr. Il y a quand même le cardiovasculaire qui tourne. Et le mental, ça brûle hein, comme de l'énergie, il ne faut pas croire, hein. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça. Mais bon, après, je comprends le sens où il n'y a pas d'activité physique pure. Mais c'est pour ça qu'il y a un débat. Mais ok, pour moi, c'est un sport. Quand je vais en tournoi et que je joue longtemps, c'est un sport. Ouais. En fait, c'est surtout que perdre les émotions, comme je disais, sur une partie, c'est quand même assez sport parce que quand on est jeune, nos réactions, donc on peut facilement passer d'une position perdante à une position gagnante et finir par gagner la partie, mais aussi réciproquement, on peut très facilement perdre une partie alors qu'on était totalement gagnant. Or, plus on grandit, plus on arrive à se contrôler et à maîtriser notre ascenseur émotionnel et aussi notre jeu. Donc, moi, je trouve que c'est encore plus dur quand on grandit de perdre sur un lapsus de temps où on a décroché en fait et on a perdu notre attention et ça nous fait encore plus réfléchir et encore plus je sais pas comment dire mais en fait ce qui est très dur dans ce sport c'est plus difficile à gérer.
c'est qu'à tout moment, on peut être super bien, à tout moment, tout peut s'écrouler en fait. À tout moment, si jamais on ne fait pas attention, tout s'écroule. Et vraiment, et ça, on le voit encore quand on joue des adversaires qui sont sur le papier plus forts que nous, même quand on est mieux, même quand on est gagnant, c'est pas fini, hein. Il faut continuer à s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher. Et c'est pour ça que les parties durent si longtemps. Parce qu'on a beau être mieux, voire gagnant, l'autre en face, il ne va pas s'arrêter, hein. Donc, il faut aller parfois jusqu'au mat, hein. Et c'est là où c'est très compliqué. Ouais, c'est ça, on doit se battre jusqu'au bout. Et justement, tant que le résultat n'est pas signé, on n'a pas gagné la partie et on n'a pas perdu. Ouais, c'est ça. Le pat peut toujours arriver au moment où on s'y attend le moins. Le, Voilà. Alors, le pad, c'est autre chose parce que le pad, c'est une situation qui fait que on peut plus bouger. Donc, c'est plus ou moins voulu quand même de se prendre un pad. Mais faire nul, ça, c'est possible. ouais, ça peut arriver, ouais. Qu'est-ce qui est mieux, un pat ou un nul? Un pad, ça fait nul en fait. Ouais, en fait un pad, c'est une position et ça va donner le résultat match nul. D'accord, C'est c'est une pas la position spécifique. possibilité infinie qu'il n'y a pas de solution. Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, le pad, c'est que la personne n'a plus de déplacement possible, mais en fait, elle n'est pas échec. Donc, elle est pas, le roi n'est pas attaqué, mais il ne peut plus bouger. Donc, il n'est pas attaqué, mais bon, il ne peut plus bouger, donc c'est match nul, quoi. En fait, on peut pas, dans le jeu d'échecs, on ne peut pas se forcer à se mettre en échec. Donc, c'est pour ça que… Parce que moi, je sais que mon fils, il cherche le pat quand il est en situation difficile. Oui. Oui, ouais, c'est ça. Mieux qu'une défaite. Ouais, c'est mieux qu'une défaite. Ouais. Oui. Jusqu'au dernier moment. Hein. Ah oui, de toute façon, quand on n'est pas bien, ce qu'on cherche, c'est à retourner la situation. Pour retourner la situation, il y a plusieurs manières. Soit justement en présentiel, on essaie de toucher l'aspect psychologique. Donc on va jouer vite, on va avoir une attitude un peu plus agressive et on va jouer des coups pour complexifier la position. Alors que quand on est gagnant, logiquement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'achever, entre guillemets, notre adversaire et de justement pas laisser d'opportunité, enfin de pas lui laisser d'opportunité pour qu'il revienne dans la partie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez les jeunes qui ne maîtrisent pas encore tous les maths élémentaires, eux, dans leur tête, le but, c'est de prendre toutes les pièces. Oui. Alors que ce n'est pas le cas, en fait. En fait, il faut faire échec et maths. Et c'est pour ça que les enfants, quand ils n'ont plus que leur roi, ils continuent à jouer parce qu'ils savent que si en face, ils ne maîtrisent pas tous les maths élémentaires, ben en fait, il ne va pas savoir maths et il y aura match nul, même avec qu'un roi. Et c'est pour ça que ça continue à jouer. Alors, à notre niveau, avec Mathilde, ça n'arrive plus. Mais chez les jeunes, ça arrive régulièrement même. Ça arrive souvent. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on est petit, on a plus cet esprit combatif. Enfin, encore plus, entre guillemets, de ne pas abandonner alors qu'on est archi perdant. Ouais, parce que à tout moment, c'est ça. L'adversaire, en fait, il fait tellement de bêtises. Mais typique, moi, pour donner un exemple, ça m'est déjà arrivé de gagner une partie au championnat de France de petite poussine. Donc, j'avais 7 ans, avec une dame de moins. J'ai gagné une partie avec une dame de moins, alors que maintenant, quand j'y repense, franchement, c'est pas possible. Je ne pourrais pas le refaire, quoi. Ça n'arrive qu'une fois dans notre vie et encore, ça arrive au bon rare, moment. quoi. Ouais, ça arrive au bon moment, mais ça reste très rare. Et d'ailleurs, c'est là où il y a une bascule chez les jeunes, c'est que quand ils jouent entre eux, ils vont jusqu'au maths, et en fait, quand ils arrivent dans les Open, en fait, il faut savoir que continuer les parties qu'avec le roi, etc., en fait, c'est un peu manquer de respect à son adversaire à haut niveau. Et les jeunes, il faut qu'on leur apprenne, nous, à savoir abandonner, en fait. Et ça, c'est un passage qui se fait plus tard, mais qui est impératif, parce qu'ils ne peuvent pas continuer avec leur roi, sachant que c'est sûr qu'ils vont perdre, en fait. Et je me rappelle, en tout cas, moi je m'étais fait vachement engueuler à l'époque, parce que quand vous jouez qu'avec des enfants, vous le faites, ça marche. Du coup, vous arrivez dans les Open où cette fois, il y a mélangé adulte-enfant. Et là, là, c'est un manque de respect, par contre. Oui. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de jouer dans des clubs. C'est parce que dans les clubs, il y a on est mélangé avec les adultes. On a des cours spéciaux pour les enfants.
Enfin, moi, en tout cas, j'avais ça. Mais je sais que le samedi après-midi ou le dimanche, il y avait des tournois qui étaient organisés. Et là, tout le monde peut jouer, on est tous mélangés. Donc, on peut recevoir des conseils hyper sympas d'adultes et de... J'ai plus Internet, je crois. Si, c'est bon. Ça bug un Ça petit peu. sature un peu, mais ça va. C'est Ok, toujours c'est là. bon. Emmanuel, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Oui, j'avais une question. En fait, moi, j'ai toujours pensé que les parties dans les tournois à haut niveau, c'était chronométré avec le fameux chronomètre à gauche et à droite des joueurs, là. Mhm. Et là, vous me parlez de parties qui durent 4-5 heures, donc du coup, je suis surpris. Ah, d'accord. En fait, il y a plusieurs cadences pour jouer. Il y a les cadences, c'est blitz. Donc là, c'est en dessous de 5 minutes, c'est ça? C'est 5 minutes et en dessous, ouais. 5 minutes et en dessous. Il y a rapide, c'est en dessous de 15-20 minutes. Et il y a des cadences lentes où là, ça va dépendre de l'arbitrage. Enfin, ça dépend des tournois, mais c'est généralement 1h30 plus 30 secondes par coup, avec un incrément de 40 minutes au 40e coup. Ouais. Et en fait, on joue longtemps parce que chaque coup, on va récupérer 30 secondes. Donc en fait, on peut jouer à l'infini, en fait. Et c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Et au championnat de France, en fait, justement, et même au régional et départemental, les cadences de tournois importants, entre guillemets, on n'est plus... Si on va avoir la fin de la phrase. Enfin, on est amené Ouais, à ça jouer passe avec plus, là. incrément. Ça a bugué, Mathilde. Ça a ça a bugué, on n'a bugué. rien entendu. Ah mince. Mais j'ai l'impression aussi que ça bug parce que vos têtes, elles sont figées et pas la mienne. Donc, Ou c'est l'inverse, je je vais pense. essayer. Non, ça va. Je vais essayer. Mais là, ça va Ah mieux. mince. Donc, Ah, c'est bon. Je vais essayer. Là, ça va mieux? Ouais, ça va là. Ok. Donc, je reprends, ça a coupé où? Alors, Sur les incréments pour les Ah. jeunes. ouais. Donc, je disais, quand on est jeune et même là dans les compétitions, la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup avec les incréments. Donc, généralement, comme on connaît plus ou moins bien nos ouvertures, on joue vite les 15 premiers coups à peu près. Généralement, Mais- quand on connaît les ouvertures. Mais pour pour que je puisse comprendre, le fait qu'on joue, tu as dit blitz rapide et puis 1h30 Lent, là, ouais. c'est en fonction du niveau départemental, national ou régional ou rien à voir? Non, pas du tout. Ah, ouais, non. C'est vraiment c'est des tournois qui sont différents, en fait. C'est des cadences qui sont différentes. C'est une autre manière de jouer aux échecs. C'est En vraiment fait, des ouais. tournois classés différemment. En fait, il faut partir du principe que la plupart des tournois longs, justement avec 9 rondes ou 11 rondes, c'est toujours à cadence lente. Oui. En fait, il y a vraiment plusieurs disciplines dans les échecs. Et la discipline phare, c'est la partie lente. C'est ça. D'accord, mais quand tu dis 9 rounds ou 11 rounds, ça veut dire que tu as 11 parties de minimum 1h30? C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est énorme, ça dure. Ça dure une Ça semaine. dure des donc, jours. Ah oui, c'est pour ça. ça que pour nous, c'est aussi physique, parce que c'est dur de tenir 11 jours avec autant de parties et aussi longtemps. C'est Et puis de clair. rester dans le jeu. Ouais. Et C'est alors, impressionnant. j'ai une question qui me taraude depuis que l'humain a perdu face à l'ordinateur. Ok. C'est quel avenir finalement avec cette intelligence artificielle qui devient de plus en plus autour de nous et qui est en train de prendre notre place en tant qu'être humain? Tu veux commencer à répondre ou pas, Thomas? Vas-y. Ok. En fait, pour moi, l'ordinateur, c'est plus une aide. Et l'ordinateur ne pourra jamais, on va dire, remplacer pour l'instant du moins, le côté humain, parce qu'on réfléchit différemment sur sur l'aspect échec. Quand on est devant l'échiquier, on va prendre en compte plusieurs notions que l'ordinateur ne pourra pas, que pour l'instant, l'ordinateur a du mal à interpréter. Dans le sens où, certes, des fois, c'est facile pour l'ordinateur de jouer certaines positions,
Mais pour nous, joueurs, les coups sont quasiment introuvables. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de ressentir certains coups. Je ne sais pas comment expliquer, Alors, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur, par contre, a changé la face des échecs. Hein. oui. Ça, pour le coup, on ne joue pas aux échecs comme on le jouait avant la défaite de Kasparov contre Deep Blue et comme on le joue maintenant. Ça n'a rien à voir. En fait, il est arrivé et a apporté une analyse des positions qui nous était inconnue. Avant ça, les gens testaient des choses et après, ils écrivaient des livres. C'était comme ça qu'on avait une théorie, on avait des positions en finale, enfin des choses qui étaient connues, qui étaient travaillées. L'ordinateur, il a balayé tout ça et lui, comme il est beaucoup plus rapide et qu'il analyse des positions bien précises, il peut faire tout ce travail beaucoup plus rapidement. Il y a même des tables sur Internet qui s'appellent les tables de Nalimov. Vous mettez n'importe quelle position légale avec 6 pièces ou moins, il vous dira le résultat. Donc avec 6 pièces ou moins, vous aurez le résultat à tous les coups. Avec toutes les positions qui existent, avec 6 pièces ou moins. Réel. Donc ça, c'est vraiment... Ça a vraiment tout modifié parce que... Et même dans le jeu des joueurs, ça s'est ressenti. On avait un style beaucoup plus romantique, beaucoup plus offensif à l'époque. Donc ça sacrifiait beaucoup plus à l'époque que là maintenant, on a un style beaucoup plus... On va tenir l'avantage, le petit avantage pendant 60 coups. On va maltraiter l'autre. On va travailler. On va le travailler. Et c'était un jeu qui n'existait pas avant, ou très peu. Avant, on envoyait toutes les pièces et on... Bon, je caricature un petit peu, mais c'était un peu l'idée. En fait, c'est surtout que maintenant, on peut être... Enfin, le côté créatif, entre guillemets, que j'aime dans les échecs, ça nous permet avec l'ordinateur de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon concrètement. Parce que l'ordinateur va nous dire ton idée, elle marche pas, il y a juste ça, et c'est fini. Alors que justement, quand on est humain, quand on se fait entre guillemets agresser, quand on attaque, on subit une attaque, donc on va réagir différemment sans savoir si oui ou non ce que je suis en train de faire, ce que l'adversaire est en train de faire, c'est bon ou pas. Et ça, justement, le côté ordinateur, il ressent pas l'attaque. Pour lui, c'est juste un coup lambda. C'est froid. Donc oui, c'est froid. Donc il va dire c'est bon, c'est pas bon. Ça s'arrête là. Alors que nous, justement, quand on est devant l'échiquier, on va interpréter l'attaque différemment et les coups de l'adversaire aussi différemment. Ouais, il y a vraiment une pression et un sacrifice qui peut ne pas être bon par l'ordinateur peut s'avérer en fait plutôt bien marcher parce qu'en face, il peut y avoir... Je veux dire, si jamais l'ordinateur dit que c'est mauvais, mais qu'il faut une superbe défense parfaite sur 20 coups, bon, c'est que le sacrifice est intéressant. Hein. Voilà, donc mais ça veut dire que vos parties, en fait, elles sont rentrées par ordinateur en temps réel et il y a des gens qui regardent vos parties et qui regardent ce que dit l'ordinateur? Alors, nous, ça peut arriver, mais on n'a pas le niveau des meilleurs joueurs du monde. Mais les meilleurs joueurs du monde, oui, c'est ça. Les meilleurs joueurs du monde jouent des parties retransmises en direct. Et il y a un ordinateur à côté qui va dire les blancs sont mieux de plus 1 point ou les noirs sont mieux de... Et ils ont accès à ce coaching, là, les joueurs? Non. Non. Sinon, c'est de la triche. C'est de la triche. Ce que tu disais, Mathilde, ça veut dire que quelque part, le joueur lambda qui fait cette attaque-là en face de toi, il peut aussi bluffer, un peu comme au poker, pour te déstabiliser. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et ça arrive très souvent. Hein, parce que justement, on a tous des styles de jeu, on va dire, différents. Et il y a des personnes qui n'aiment pas justement avoir cette sensation d'être que offensif et de devoir défendre une position. Donc, en fonction du style de l'adversaire, on va plus viser justement à faire des attaques bluff ou des vraies attaques, si on peut, c'est mieux, plutôt que de jouer une position trop stratégique et trop lente.
Donc, ça dépend. Mais après, justement, ce qui est intéressant dans les parties, ça s'appelle les parties retransmises, en fait, c'est là où on peut voir les parties en direct, c'est qu'on peut directement analyser et savoir si le joueur va potentiellement gagner ou non. Au championnat de France, quand on a un suivi des joueurs, il faut savoir que les meilleures tables, normalement, c'est souvent les 10 meilleures tables qui sont retransmises. Donc, quand on a notre entraîneur ou qu'on a les personnes qui nous supportent, qui regardent les parties, forcément, elles se disent « c'est pas possible, elle a raté le gain ou elle a perdu ou autre ». Ça fait vivre aussi un peu notre jeu à notre entourage. Et moi, j'aime bien aussi. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de te regarder, de te parler? Pas de parler. Non. Pas de parler, mais ils ont le droit de me regarder. Ouais. Et donc, ils font des signes, des clins d'œil, des machins, des... Non plus, ça, on n'a pas le droit. Tout ce qui est On n'est pas aux games, communication. on n'est pas aux games. D'accord. Je te fais un petit signe. J'ai une autre question. On dit souvent que les gens qui sont des champions d'échecs sont des très grands, je dirais, scientifiques, matheux, physiciens, etc. Là, j'ai compris que tous les deux, vous n'avez pas fini vos études. Hein, et du coup, est-ce que par rapport aux autres camarades de classe, vous êtes tous les deux bien au-dessus en mathématiques et en physique par rapport au reste de la population? Alors, moi, je pense pas. En revanche, je pense que dans le calcul, par exemple, dans le calcul mental, je pense que ça joue. Parce qu'en fait, comme on va réfléchir à plusieurs coups à l'avance, il y a ce travail, il y a cette stimulation du cerveau sur le calcul. Après, dans la compréhension des maths et de la physique, je pense pas. Mais par contre… En fait, je pense que c'est plus… le calcul mental, ça doit jouer, mais c'est aussi notre raisonnement. Oui. C'est-à-dire que nous, aux échecs, on a l'habitude de calculer beaucoup et de ne pas aboutir à un calcul concluant, dans le sens où on se rend compte que ça ne marche pas. Et en maths et en physique, souvent, ce qu'on est amené à faire, c'est des calculs et à trouver le bon résultat pour que ça marche. Donc, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je sais qu'en prépa, les maths, j'adorais ça parce que ça ne me faisait pas peur de ne pas trouver directement la réponse. Donc, c'est plus une question de calcul ou de raisonnement, peut-être. Oui. Alors moi, je peux témoigner que le raisonnement de Mathilde, parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs échanges avec elle sous Zoom, ça va très très vite. Et effectivement, dans son raisonnement, on sent déjà qu'elle est déjà en avance de phase sur ce que nous-mêmes on pense. Alors peut-être que tu t'en rends pas compte, Mathilde, mais moi qui ai l'habitude de rencontrer beaucoup de personnes, c'est sincère ce que je dis, ça se ressent. Maturité et une réflexion qui est plus poussée. D'accord, mais ça veut dire ça, c'est un peu pour plus tard, entre guillemets, pour l'aspect juste des maths et de la physique, ça n'apporte pas forcément, c'est ce que je comprends. Non, mais par contre… Pas directement, mais… Pas directement. Par contre, il y a beaucoup de vertus des échecs. Par exemple, il y a des études qui montrent que ça combat la maladie d'Alzheimer au niveau du cerveau. Ouais, je comprends. Et puis la maturité, je comprends aussi. La maturité, le raisonnement et l'habitude de la réflexion. C'est-à-dire qu'entre guillemets, vous entraînez votre cerveau beaucoup plus qu'un être humain lambda. On entraîne notre cerveau, mais aussi justement cet aspect de compétition et de jouer, ça nous fait être concentrés plus longtemps. Ouais, dans le sens où moi, être 5 heures à faire quelque chose, j'ai l'habitude. Ça ne me dérange pas. C'est ça, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans les neurosciences, et de faire le parallèle avec la chance qu'on a eue d'ailleurs au passage d'avoir par HEI, je remercie encore cette idée brillante d'avoir les neurosciences. C'était absolument fantastique l'autre jour. C'est effectivement le jeu et que c'est un muscle et que quelque part, c'est pas un muscle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'entraîne, il est souple, il est malléable, il est adaptatif et d'aller au-delà des frontières. Je pense que les échecs, c'est un entraînement, une façon de voir le monde. Je pense que ça, c'est ce que je retiens, moi, de ce que j'observe. Mais même, je crois que c'est vous, Emmanuel, qui l'avez évoqué en tout début de l'appel. Vous avez parlé de partie à l'aveugle et de jouer plusieurs
plusieurs échiquiers en même temps, les simultanés. Oui, c'est moi qui en ai parlé, ça m'a toujours impressionné. Alors ça, il faut savoir que c'est pas très compliqué. Ah mince. Non, mais en fait, non, mais c'est ce que je vais vous expliquer. Enfin, je pense, Thomas, tu es peut-être d'accord avec moi, mais tout le monde peut réussir à partir d'un certain niveau, à jouer plusieurs parties à la fois et à jouer à l'aveugle. Après, jouer à l'aveugle, Ouais, voilà. Ouais, plusieurs parties, ça, par contre, c'est sur ça assez que... complexe. Ça, c'est assez complexe. Donc, je vais quand même pas m'avancer dessus, mais jouer plusieurs parties en même temps, ça va. Parce que notre cerveau, justement, a cette capacité de calculer en permanence et de distinguer différentes positions. Ouais, mais à condition que les adversaires ne soient pas trop difficiles en face. Ça dépend. Enfin, si forcément je joue une personne de mon niveau à l'aveugle, ça va être un peu plus dur, peut-être, je sais pas. En fait, ça va être dur sur la durée. Ouais. Sur la durée, ça va être... Parce qu'en fait, on va fatiguer plus vite. Mais au début, ça va aller. Mais après, on va fatiguer plus vite. Ouais. C'est ça. 5 heures, c'est sûr que... Oui, ça c'est... 5 heures, c'est pas possible. 5 heures à l'aveugle. Voilà. Ça c'est vraiment dur, ça. Mais par contre, faire 10-15 minutes à l'aveugle, ça, oui. ça va. Oui, en fait, après, il faut aussi savoir que nous, on a l'échiquier depuis 10 ans qu'on voit tous les jours. Donc, en fait, c'est comme si le plateau n'existait plus. Il est dans la tête. Et même quand on joue en vrai, moi, il m'arrive parfois de ne pas réfléchir sur le plateau et de marcher et de réfléchir. Je vais marcher à côté et je réfléchis à la partie, hein, même inconsciemment. En fait, ça rentre dans la tête. Pour ce qui est des simultanés, là, c'est plus un côté rapide. En fait, comme ils arrivent sur l'échiquier, bon, ils regardent la position, ils voient les coups qui sautent aux yeux et ils jouent les coups. Mais alors, évidemment, nous, ça nous est déjà arrivé de jouer contre des très forts joueurs, vraiment des très forts joueurs, en simultané. Et là, on peut espérer aller chercher une partie nulle. Ça, c'est déjà arrivé. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent dans les simultanés, enfin, en tout cas, genre, à notre niveau, on va dire, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit plus ou moins les mêmes schémas ou des schémas qu'on connaît pour ne pas être trop perdu. Enfin, on ne va pas s'embarquer dans une position très complexe, nouvelle, qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. On est dans sa zone de confort, alors. Oui. Souvent. Mais donc, ça veut dire que, un peu comme au football, quand vous allez rencontrer un adversaire, vous allez d'abord regarder ses parties sur Internet pour regarder ses techniques. Bien sûr. Ouais. Et parfois, ça va même plus loin. En fait, on a accès à toutes ces parties grâce à une base de données. Et en fait, on va regarder ce qui se joue en début d'ouverture pour le contrer. Et prévoir, même parfois, il y a des gens qui vont préparer 20 coups à l'avance et qui vont préparer des techniques exprès pour gagner sur 20 coups. Parce qu'il y aura un piège que l'autre ne connaît pas. Et ça, des fois, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà perdu des parties parce qu'on s'était préparé contre moi en 15 coups. Parce qu'il y a une faille dans l'ouverture. Donc, si l'autre ne connaît pas, ça va. Mais s'il a étudié, bon, je suis foutu. Hein. Et il faut savoir que tout le monde fait ça. Oui. Non, mais c'est vrai, maintenant, on ne peut pas jouer un tournoi sans connaître plus ou moins ce que joue l'adversaire parce que l'autre sait ce qu'on joue. Mais alors, en termes de temps, moi, je vais poser la question parce que c'est une des choses qui fait que je joue beaucoup moins qu'avant. C'est effectivement le temps. Et le temps, on n'a que 24 heures dans une journée. Comment est-ce qu'on arrive à concilier finalement ce sport ou ce jeu, parce que c'est aussi un jeu, je persiste à dire que c'est un jeu de l'esprit, plutôt, et aussi un sport bien sûr, mais voilà, le temps, on n'a que 24 heures dans une journée. Après, justement, tout dépend quel objectif vous voulez avoir dans le milieu des échecs. Parce que pour avoir un bon niveau, on n'est pas obligé de passer des heures et des heures dans une journée. Non, mais c'est vrai, tout dépend en fait de quels sont vos objectifs. Si demain, Thomas a envie d'être professionnel, bah là, ses études, il va devoir mettre en suspens ou faire une grosse pause, entre guillemets. Parce que ça demande du temps, ça demande des moyens aussi financiers, parce que souvent, quand on a
un bon niveau et qu'on doit progresser, on doit avoir un entraîneur. Et aussi, il faut avoir accès aux tournois. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les tournois, c'est pas en 2 jours. C'est 9 jours ou plus, parce que les rondes, c'est au moins 11 rondes. Donc, ça dépend. Ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif. Après, c'est vrai qu'enfant, c'est très chronophage, hein. Mm. C'est facile 3 fois par semaine au club, des exercices à la maison, un tournoi le samedi ou le dimanche. Mes parents qui m'emmenaient un peu partout dans le Nord-Pas-de-Calais pour faire les tournois rapides. Bon, c'est du temps, hein. Des fois, c'était toutes les semaines une partie le dimanche, plus 3 entraînements par semaine. Après, c'est comme toute autre activité, je pense, hein. Mais moi, par Faut gagner du exemple, temps. quand je faisais des compétitions, quand j'étais en équipe de France, je ratais en tout 2 mois d'année scolaire. En tout. Parce qu'il y avait championnat d'Europe, championnat du monde, Ouais, compétition en plus. jeune, championnat de France. Donc, il y a des dérogations pour ça à l'école scolaire? Ben, il y a Oui, les mots des parents. Mais là, maintenant, ouais, le mot des parents, mais ça passe très rarement. Et puis, bah, tout ce qui est collège, lycée, même primaire, parce qu'en primaire aussi, je m'étais absentée, ça passe beaucoup moins. Parce que les échecs, c'est pas encore assez développé pour que l'école, on va dire, accepte autant. Mais là, enfin, avec HEI, ça va. Je l'ai prévenu en début d'année et mine de rien, je suis quand même beaucoup moins absente que quand j'étais au collège-lycée. Donc, Bah, s'il y a les résultats, c'est comme moi, hein, quand j'ai fait mon MBA, j'ai donné mes conditions, hein. C'est, voilà, moi je m'autofinance, ça doit être dans telle entreprise, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. À un moment donné, je crois qu'il faut aussi mettre ces conditions, hein. ouais. Bon, après, là, au moins, c'est clair, comme il n'y a pas de compétition en présentiel, on ne peut pas jouer. ouais, Mais, ça règle le problème. mais sinon, non, bah, toutes les compétitions que j'ai eu à faire sur Internet ou autre, l'école, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, tant qu'on prévient à l'avance. Après, on est en train, je prends la casquette école, là, mais on est en train d'évoluer effectivement et de mettre en place des programmes sportifs de haut niveau, en tout cas d'avoir des programmes accompagnants. Il y a Maxence Damaré, Oui, enfin, mais il y a, c'est il y a un j'allais jeune dire dans le pour. sabre aussi, voilà, parce qu'on a, alors moi dans ma promo, j'ai par exemple Cédric Vasseur hein, qui n'a pas pu aller au bout parce qu'il a redoublé sa H3 et puis après ben, il a commencé à faire des courses cyclistes, à gagner et il ne pouvait pas faire les deux et c'est dommage. C'était en 95, Ouais. hein, donc, mais du coup, voilà, on est en train de bosser. On a une réunion bientôt avec le CNOSF d'ailleurs pour voir comment on pourrait être visible et être reconnu comme étant accueillant pour des sportifs de haut niveau et pour leur permettre. Mais du coup, il faut des outils, faut un programme adapté et puis il faut des moyens avec le Teaching Center notamment. Il faut aussi mettre les moyens, mais c'est enrichissant pour tout le monde et ça fait rayonner l'école aussi, donc c'est un intérêt commun. Ouais, mais je pense que Maxence a ouvert la voie avec ces années-là où, enfin, ça s'est très bien passé, je pense. Et à côté de ça, il était semi-professionnel, donc Ouais, puis il y a une envie avec Amaury Flotta aussi, voilà. Enfin, ouais. on a envie de. C'est aussi le choix du président de dire bon, on a envie d'aller dans ce domaine-là. Il faut aussi se différencier. Mais C'est un moyen de se différencier aussi. Hein. je vais me permettre de faire une simple parenthèse, mais elle vaut sa pesante de cacahuètes. C'est que le monde change. Donc à partir de là, on est amené, l'école est obligée de s'adapter. Je donne deux exemples. J'ai été le premier à avoir un projet appliqué en tant que jeune ingénieur en 92 pour passer mon diplôme. C'était de lancer une fusée supersonique. Ils m'ont pris pour un rigolo au départ. C'est mon projet d'ingénieur. C'était le premier projet. Et ben en fait aujourd'hui on est en train de démocratiser l'espace. Moi c'est pas mon métier aujourd'hui, mais c'était ma passion à l'époque. J'ai pas pu y aller à cause de mes lunettes. Voilà, donc c'est simplement pour dire que il faut dans les écoles, elles doivent absolument être souples et arrêter d'être dans une rigidité de programme. Elles doivent être au service des projets de vie des personnes parce que le monde change tellement que c'est d'abord la personne et son projet de vie qui doit compter et sensibiliser les personnes qui l'ont. Alors ceux qui ne l'ont pas, ils rentrent dans un moule et effectivement ils vont sortir avec une fonction prédéterminée par rapport à ce que l'école peut former et par rapport à ce que en France on accepte. Mais on a besoin de l'école
HEI et d'autres écoles d'ingénieurs, mais surtout HEI, et on sent qu'il y a des changements qui sont en train de se passer, parce que je pense que ça a été compris. Mais c'est essentiel, quoi. Et là, par exemple, être au service par exemple, ici en maths, entre guillemets, échec, ça veut dire une capacité d'abstraction, une capacité d'imagination, une capacité de projection, et ça a une valeur humaine et de la personne, au-delà de ce qu'elle va apprendre à l'école, qu'elle peut trouver dans un bouquin. C'est ça que je veux dire. C'est la personnalité qui aujourd'hui va faire la différence au-delà du simple contenu. Parce qu'après, il faut créer, il faut mettre en application dans l'entreprise ou dans l'organisation. C'est des personnes qui vont faire la différence. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Christophe. Tout à fait. Après, il y a le cadre de la CTI, des commissions éthiques de l'ingénieur, qui donne un cadre très rigide. En France, c'est un grave problème, oui. Sur quel programme tu dois faire, quels horaires, et tu dois être dans ce cadre, tu es audité. Mais voilà, il faut trouver les aménagements. Voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse. Il y a Romain du coup qui nous a rejoint. Donc, je vais lui souhaiter la bienvenue. Et Romain, du coup, si tu as des questions du coup à poser à Thomas et Mathilde, s'il y avait quelque chose que tu voulais savoir sur les échecs en particulier. Non, pas grand-chose. J'ai juste regardé la série il n'y a pas longtemps. Je pense que tout le monde l'a vu du coup. Voilà, c'était tout. Parce que j'ai loupé un bout, je suis arrivé en retard, je vous prie de m'excuser, j'ai eu un petit contretemps ici et du coup voilà, c'est pour ça que je préférais l'attendre si j'avais une question pour la poser plutôt à la fin. Du coup, Mathilde et Thomas, est-ce que vous avez un retour du coup sur cette série justement? Est-ce que c'est fidèle à ce que vous vivez en tant que joueur d'échecs? Comment vous l'avez perçu cette série-là et comment, si ça joue sur votre vie d'échecs maintenant? Alors, c'est l'œuvre fictionnelle qui parle d'échecs la plus réaliste qui existe. C'est quasiment parfait. Hein. Enfin, bon, après, il y a quelques détails qui sont faits pour que ça passe à l'écran. Les parties ne sont pas aussi rapides, etc. Mais par contre, au niveau de la réalisation, les parties existent, sont crédibles. Il n'y a pas d'erreur de retransmission sur les parties. Non, franchement, c'est vraiment... c'est quelle série? Comment ça s'appelle? The Queen's Gambit. Le jeu de la dame. Ah, le jeu de la dame, oui. Oui, ça va faire parce que sur Netflix, si on met The Queen's Gambit, on ne la trouve pas, je crois, sur Netflix France. Donc, il faut mettre le jeu de la dame sur... le jeu de la dame. Après, justement, le côté absent, on va dire, de la série, c'est le travail fourni pour atteindre un tel niveau. En fait, il est montré de manière imaginée, quoi. C'est-à-dire qu'on imagine quel travail, c'est pas montré quel travail, mais il y a des scènes pour le rappeler, mais c'est pas montré directement, quoi. Il y a surtout la scène où on voit qu'elle a beaucoup de livres, où on devine, entre guillemets, qu'elle travaille beaucoup. Et aussi, il y a une scène qui est très, très réaliste dans la vie de tous les jours. C'est la scène où ils étudient des parties en groupe. En fait, il faut savoir que chaque très bon joueur possède une équipe de soutien, de secondant, de soutien, qui va l'aider à être prêt pour chaque partie. Donc, un joueur, un des top joueurs mondiaux, ou même souvent en très bon niveau, n'est jamais seul pour travailler les échecs. Ouais, et d'ailleurs, à l'époque, il y a un reportage sur les équipes de Karpov et Kasparov, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le retrouver, où c'est montré qu'il y a carrément des histoires d'espionnage. Que dans les chambres, il y a des micros, parce qu'en fait, c'était très politique à l'époque, parce que Kasparov était un peu le russe dissident, et Karpov était le russe de l'URSS soviétique, et il y avait vraiment des affaires politiques et des histoires d'espionnage avec le KGB. On cherchait à savoir ce que l'autre jouait, parce que être champion du monde des échecs à l'époque, c'était quelque chose d'important pour la renommée. Le match Spassky-Fischer pendant la période froide, c'est un match assez historique. Et c'est très intéressant de savoir aussi la vie de Fischer pour comprendre
pourquoi il était peut-être aussi paranoïaque, pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'enjeux dans les parties et aussi l'objectif d'être champion du monde qui était à l'époque encore plus impressionnant. Enfin, c'est toujours très impressionnant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était aussi politique. Enfin, c'était plus complexe, on va Oui, dire. parce que en pleine guerre froide entre Ouais. les États-Unis et la Russie, et il faut savoir que la Russie a dominé tout le XXe siècle le monde des échecs, et le fait qu'en pleine guerre froide, il y a un Américain qui arrive de nulle part et qui bat absolument tous les grands maîtres russes, c'était quelque chose d'impensable. d'impensable. Ouais. Et du coup, ce sont des équipes de soutien hors de vos clubs d'échecs, c'est vraiment des personnes en plus. Alors, en fait, c'est pour les très forts joueurs. Ils ont une équipe de 5, 6, 7 personnes qui vont analyser tout ce que joue leur adversaire et qui vont les préparer, qui vont leur donner les coups à jouer. En fait, c'est ça. C'est par exemple, même moi, quand j'étais en équipe de France, on avait plus ou moins accès à ce genre de personnes parce qu'on était encadré par des entraîneurs qui étaient là pour nous en tant que jeunes. Donc, moi, je savais que j'avais un entraîneur qui allait le matin me préparer de 1 heure au moins et qui allait être là si jamais j'avais des questions pour ma partie qui allait approcher ou même si j'avais des questions sur l'après-partie pour savoir comment est-ce que ça s'est passé, des analyses. Et plus on a ça, on va dire, jeune et à notre portée de main, ça reste un très gros point bonus pour mieux comprendre nos erreurs, mais aussi pour mieux comprendre l'aspect intéressant et enrichissant que peut nous apporter les échecs. Donc il y a ce côté qu'on connaît moins, oui. Et quand tu parles d'entraînement, passer beaucoup de temps à s'entraîner, ça consiste en quoi, s'entraîner aux échecs Alors là, il y a plusieurs outils, on va dire, pour s'entraîner aux échecs quand on est un entraîneur. Soit on va faire de la tactique, donc là, ça va être tout ce qui est calcul. Soit on va étudier la stratégie. Quand tu dis calcul, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire par calcul Calcul, c'est-à-dire, je prends un exemple concret. Je mets une position et là, je te dis, normalement, tu gagnes dans 3 coups, c'est obligatoire. Donne-moi la solution. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir en tête les routines qui permettent, à partir d'une photo, d'une position. Exactement ça. En fait, la tactique, ça permet d'acquérir de l'automatisme et de gagner du temps dans certaines positions. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, vas-y. Et en fait, ça permet de récupérer un instinct. Et là, on sent que dans cette position-là, il peut se passer quelque chose. Ouais, on peut se raccrocher à quelque chose qu'on a travaillé. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et en fait, c'est surtout que la tactique, c'est présent partout et tout le temps. Bon, peut-être pas au tout début de jeu, mais la tactique, en fait, comme on est amené à calculer en permanence lors d'une partie, plus on est bon, plus logiquement on peut gagner, on va dire. Donc là, c'est l'aspect tactique. Après, il y a aussi la stratégie et la fin de partie qui se travaillent parce que tout ce qui est stratégie et compréhension de jeu, c'est pas inné. Enfin, on comprend pas du jour au lendemain toutes les positions d'échec. T'es d'accord avec moi, Thomas? Oui. Bah, c'est tout le travail qu'il faut faire pour arriver à un meilleur niveau, quoi. C'est vraiment, on découvre tous les jours des nouvelles positions. Tout le temps. C'est pour ça que même nous, entre guillemets, avec notre niveau, je sais très bien que j'ai une marge de progression qui est encore très très grande. Et c'est ça qui est beau, entre guillemets. Ah oui. C'est que, en fait, les phases d'apprentissage, elles sont tellement immenses que je dis pas que j'aurai jamais le temps de toutes les passer, mais il y en a beaucoup, quoi. Et il y a même... Vas-y. Il a été inventé par qui et quand, le jeu? Oula, alors ça, c'est une vieille légende. Oui. C'est la légende des grains de blé, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, c'était il y a très longtemps dans un pays arabe. C'est un roi
qui demandait à ce qu'on le divertisse. Et il y a un jeune homme qui est arrivé avec un plateau d'échecs et qui lui a dit je peux vous divertir avec ce jeu. Donc le roi a bien aimé le jeu d'échecs. Et a dit comment je peux te remercier. Et il a dit j'aimerais que vous posiez un grain de blé sur la première case, puis après vous doublez. Donc 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, etc. Le roi a dit pas de problème, bien sûr. Et en fait, quand on fait le calcul, ça donne un chiffre astronomique parce que ça fait puissance 64. Mmh. Et donc, c'est la vieille légende sur cet homme qui a ramené le jeu d'échecs, qu'il a popularisé il y a 1000 ans. Mais sinon, ça vient des pays arabes. C'est là où on a retrouvé les plus anciens jeux, il me semble. Ouais. Mais le développement des échecs... Après, le jeu a beaucoup changé. Hein. Les pièces ont changé. Je sais qu'il y a un jeu d'échecs chinois aussi. Oui, c'est un autre jeu encore. C'est pas les mêmes règles. Mais voilà, donc, le jeu s'est beaucoup modifié. Mais par contre, les règles n'ont plus changé depuis très longtemps, depuis 700 ou 800 ans, je crois. En fait, c'est ça. Les règles n'ont pas changé, mais le contenu a énormément évolué, notamment aussi avec l'arrivée de l'ordinateur, parce qu'on perd moins de temps et on sait plus rapidement si ce qu'on pense c'est bon ou si c'est pas bon. Oui, et puis au fur et à mesure aussi, on va vraiment découvrir des nouvelles choses qui vont fonder vraiment une technique. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, il faut savoir que les échecs sont passés par plusieurs stades dans plusieurs pays. Et donc, à l'époque, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, c'était la France qui était la patrie mère des échecs, avec les meilleurs joueurs. Donc, ça jouait dans les cafés à Paris. Et c'est là où on trouvait les meilleurs joueurs. Donc, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu les Anglais, les Allemands en 1920, et après, il y a eu les Russes. Et aujourd'hui, c'est un peu mondialisé. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de... Oui, c'est ça, aujourd'hui. Tout le monde sait plus ou moins les règles des échecs et tout le monde a envie, on va dire, de jouer, mais ne sait pas encore comment est-ce qu'on peut jouer et où est-ce qu'on peut jouer. Et le chessboxing, est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors, le chessboxing, moi, je trouve ça intéressant, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est quoi ça? Alors, le chessboxing, ouais, vas-y. C'est, si je dis pas de bêtises, hein, mais on va mélanger les échecs avec la boxe. Donc, on va faire une partie, on va chronométrer les échecs. Donc, on va jouer pendant un certain temps aux échecs. Je sais plus exactement si c'est... 3 minutes, je crois. Ouais, 3 minutes. Donc, on va jouer pendant 3 minutes aux échecs. Et ensuite, on va passer sur le ring. Et inversement, donc à partir du moment où je gagne sur l'échiquier, j'ai gagné. Et à partir du moment où je gagne par KO, j'ai gagné aussi. Ouais. C'est un mix dans le sens où il faut être capable d'être malin et stratégique. Ouais. Et en fait, on va alterner 6 rondes d'échecs et 5 rondes de boxe. Voilà. Ouais, franchement, moi, je ne joue pas aux échecs du tout, mais j'ai vu ça sur Internet, j'ai vu les parties. Le type avec le nez défoncé qui pisse le sang en train d'essayer de savoir. C'est des bons boxeurs ou des bons joueurs d'échecs qui gagnent? Alors honnêtement, les joueurs d'échecs sont un peu moins forts que nous au classement Elo. Je crois que le champion du monde est un peu moins fort que nous au classement Elo, mais il a quand même un très bon niveau. Hein. Parce que pour gérer les deux disciplines en même temps, ah oui, c'est un programme. Faut y aller. Hein. C'est assez chargé. Mais je ne me suis jamais testé en tout cas. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que cette pratique-là, à la base, ça a été créé dans une BD. C'est un dessinateur qui l'a inventé et le jeu a été adapté en vrai. C'est improbable comme mélange. Ah, c'est ouais. C'est qu'on ne penserait pas tout de suite. Hein. C'est un sport ou pas là? Alors normalement, la boxe, ça reste un sport. Hein, donc... faut jouer avec Maxence, on va faire un tournoi. Ouais. On va jouer seulement aux échecs. Hein. J'ai peur que le KO il aille vite. Ouais, effectivement, t'as raison. Si le KO arrête la partie, ça. Oui, il faut courir sur le ring pendant les. Super, merci beaucoup. Attends, tu voulais rajouter quelque chose, Thomas? Non, si vous aviez une question supplémentaire. Juste deux petites questions.
Et tout à l'heure, Thomas, tu disais, voilà, j'ai le jeu d'échecs dans ma tête, j'ai même pas besoin de voir l'échiquier. Moi, j'ai joué aux échecs dans ma vie 3 ou 4 parties, ça m'a suffi pour plus dormir la nuit. Tout le monde se déplaçait sur des diagonales, des trucs comme ça. J'ai dû arrêter. J'ai vu ici un militaire qui était spécialiste du morse, et il me disait, quand quelqu'un me parlait, automatiquement, je ne pouvais pas m'en empêcher, je traduisais tout en morse dans ma tête. Et je me disais, est-ce que vous arrivez des fois à sortir de vos 64 cases, avec vos petites populations de pions, quand vous êtes à ce point immergé dans le jeu, quoi. Et ben alors, c'est marrant parce que dans la série, c'est montré ça. Que quand elle joue comme ça, elle pense que ça. Non, dans la réalité, je sais que moi, quand je joue en tournoi, on est avec des gens qui jouent aux échecs, qui jouent au tournoi. Donc forcément, on part à l'échec toute la semaine. Et bon, c'est normal, quoi. Après, moi, moi, quand je rentre, je déconnecte et j'y pense plus, quoi. Mais après, le jeu est toujours là avec nous. On parle toujours des parties, mais j'en rêve pas la nuit. Évidemment, de faire la part des choses, trouver Ça, l'équilibre. ça dépend en fait, parce que pour rebondir, tout ce qui est compétition, où il y a de la tension, où il y a quelque chose d'important en jeu, et même que ce soit championnat de France ou championnat d'Europe, championnat du monde, on est immergé dans une ambiance échec matin, midi et soir, et on a tous, mais tous autour de nous, envie de réussir et envie. Enfin, on sait que si on se rate, on se rate. On peut pas se rater. Donc, dans ces périodes, pour mon cas, je sais que je vais penser limite qu'à ça. Non, et c'est dur. Et c'est dur de faire des coupures, justement, et on doit faire des coupures parce que sinon on devient fou. Mais dans la vie de tous les jours, moi, non, j'ai aucun souci. Et d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, c'est que c'est mon cas maintenant. Mais quand j'étais enfant et que je jouais les tournois à haute importance, donc les tournois régionaux pour se qualifier au championnat de France, je dormais pas la nuit des fois. Quand on sait que que la dernière partie va décider de qui va au championnat de France pour se qualifier, quand on est très jeune, en tout cas, moi, je dormais pas la nuit. Hein. Après, c'est ça, c'est aussi le risque. Soit on le transforme en adrénaline, soit c'est en peur. Et là, souvent, c'est ce qui détermine, on va dire, la victoire de la dernière ronde. C'est qui a le meilleur mental. Ouais, c'est ça, c'est du mental. Derrière la technique, c'est le mental qui fait la différence. Mais sinon, au niveau un peu penser aux échecs tout le temps, il y a le très beau livre, la très belle nouvelle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Je ne sais pas si vous avez lu ou pas. Il est au théâtre aussi, qui raconte en fait l'histoire d'un prisonnier durant la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve tout seul dans une chambre à rien pouvoir faire. Et en fait, il joue aux échecs tout seul. Et en fait, il devient fou. Et il est obligé de se couper des échecs. Super, je vous propose. Mais ça reste très intéressant. Et le livre, mais la nouvelle est vraiment sympa. Ah, pardon. Ouais. Désolée, maintenant. Et juste une dernière question, Mathilde. Est-ce que, comme c'est un apéro, tu as prévu une dégustation d'Alsace Grand Cru pour finir? Alors, non, je n'ai pas prévu, malheureusement. Je ne sais pas si tu l'as dit au début, mais voilà. En Alsace, on rigole pas trop. Ah non, on rigole pas trop avec les Grands Crus. Ah bah, c'est comme Jean-Marie. C'est plus le week-end, quand même. Il est à la Badois. Badois, ou bien au choix. Hein. Oui. Ah oui, bien. Au plat, au gazeuse. Je préfère les bulles quand même, c'est plus facile. Super, je vous propose qu'on arrête là du coup, si vous avez d'autres questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à Mathilde et Thomas pour votre présentation. Juste avant de partir, si vous êtes d'accord pour faire une petite capture d'écran, donc faites vos plus beaux sourires. Et si vous ne voulez pas apparaître, vous faites couper votre caméra. Je vous laisse 2 secondes de préparation. Et puis, voilà. Moi, j'avais juste une question. Je voulais savoir maintenant, c'était ta nouvelle couleur de cheveux ou c'était l'éclairage? C'est l'éclairage, je ne sais pas pourquoi. Ça fait rose, je ne sais pas pourquoi. Mon lustre n'est pas du tout rose. Ça bien les cheveux roses. Il y a des bonnes questions à la fin. C'est vrai que ça... Non, mon lustre n'est pas du tout rose. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On a un peu l'impression que je suis... C'est vrai. Je ne sais pas, dans une ambiance un peu... Mais non, la lumière est normale chez moi. Vous êtes prêts pour la capture d'écran? On est prêts. Parfait, merci beaucoup. Nickel.
Bon, mais merci à tous en tout Merci cas. à tous, N'hésitez pas À si bientôt, vous hein. avez d'autres questions. Ça marche. Bravo. Bravo, Merci beaucoup, merci. bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Super, merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.